Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui la thématique mer Noire, est-ce qu'elle est vraiment impossible à garder pour les Russes? Et de manière un peu plus macro, nous allons voir comment est-ce que la défense d'une zone maritime s'est tout simplement transformée ces dernières années. Le plan aujourd'hui est très simple, on commence en faisant un petit point, un petit topo sur la marine russe, après on se focalise sur la flotte en mer Noire, avant de bien comprendre ce qui permet d'empêcher l'accès à une zone maritime, notamment avec les missiles anti-navires. Et ensuite, petit détour par l'histoire, la guerre des Malouines. Et oui, beaucoup de choses ont déjà été présentes lors de cette guerre, pour finir avec les grandes leçons que l'on peut retenir de ces dernières années. Mais juste avant, jingle. Alors la marine russe, on la doit à Pierre le Grand, ça remonte quand même à 1696. Ensuite, le format que l'on connaît actuellement, c'est suite à la chute de l'URSS, 1992, et ça n'a fait que descendre jusqu'à un changement de cap, année 2010-2012, l'arrivée de Poutine et une réaccélération, un réinvestissement dans la marine russe. Différentes flottes à connaître, la flotte du Nord avec Mourmansk, vous avez la flotte du Pacifique, là vous êtes côté États-Unis, vous avez la mer Noire, vous avez la Baltique et vous avez également la flottille de la Caspienne. À l'époque, vous aviez un port où les Russes pouvaient accéder au Vietnam, ce dernier a été fermé. Par contre, en Syrie, vous avez Tartous qui est le pied en Méditerranée de la marine russe. En termes d'aviation navale, ils ont une philosophie légèrement différente de la nôtre. Lors de la grande époque de l'Union soviétique, vous aviez énormément d'avions. On parle quand même de 60 000 personnels et de 1100 aéronefs, avec notamment des avions bombardiers. Leur philosophie, aux Russes, aux Soviétiques à l'époque, était plutôt défensive et était se prémunir contre les groupes aéronavals américains plus que projeter de la puissance. Les États-Unis ont plus une dizaine de groupes aéronavals, la Russie en avait qu'un seul. Et à partir de là, on voit également qu'il y a une grosse perte d'investissement à partir de 2002. Et certaines statistiques montrent que chaque pilote ne faisait qu'environ 22 heures de vol par an, pour un total de 160 pilotops. Forcément, ça a eu un gros impact. Ça a changé notamment à partir des années 2010, comme on disait tout à l'heure. Mais comme je vous le disais, l'aviation navale, tous ces avions, c'était principalement du bombardier, avec pour vocation de détruire du porte-avions américain. En 2019, on a quand même un tonnage de 1,2 million de tonnes. Ça fait 3 fois le tonnage français. Pour les flottes, pour les marines, on parle en tonnage. Alors ça met un peu de côté la qualité, malheureusement, mais ça reste un métrix, comme on dit, une unité de mesure très utilisée chez les officiers de marine. Et à noter, la dernière perte, c'est le Moskva, une perte majeure le 14 avril 2022. Nous allons revenir dessus et ce serait dû à 2 missiles Neptune, missiles assez modernes fabriqués par l'Ukraine. Alors la flotte de la mer Noire, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ça a été créé par le prince Potemkin. C'était le 13 mai 1783. Si Potemkin, ça vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous êtes fan de Jean Serrat, mais également peut-être parce que vous avez vu ce qui a été longtemps et par certains jugé comme le meilleur film de tous les temps, le film de Sergei Eisenstein qui est sorti en 1905 sur la révolte du cuirassé Potemkin, où les conditions de vie à bord n'étaient pas terribles, ça remonte au siècle dernier. Toujours est-il, la flotte noire, sur le papier, c'est 25 000 hommes, c'est T40 navires. Vous avez, dans cette zone-là, eu des pertes mythiques, malheureusement. La troisième plus grosse perte de tous les temps au combat en mer, c'était le 7 novembre 41 avec l'Arménia, entre 5 et 7 000 morts, détruits par un Heinkel 111 qui a tiré des torpilles, seulement 8 survivants. Ça serait la troisième plus grosse catastrophe maritime de tous les temps. Derrière, 2 navires allemands, le Wilhelm Gustave, qui lui a été détruit par un sous-marin russe, qui d'ailleurs 11 jours après a détruit un autre navire allemand, a tué plus de 12 000 personnes en l'espace de 15 jours, et également Yogoya, plusieurs milliers de morts, mais un petit peu plus de survivants de ce côté-là. À chaque fois, il n'y avait pas que des militaires à bord, il y avait également des femmes, des enfants, des blessés. Voilà ce qu'on peut dire pour la flotte de la mer Noire. Forcément, l'UQG
à Sébastopol et les bombardements que l'on y connaît depuis ces dernières semaines. Alors maintenant, un point très important, c'est celui de la maîtrise de la mer ou du déni. Ce n'est pas la même chose. Si vous voulez pouvoir patrouiller en mer, ce n'est pas la même chose qu'empêcher vos adversaires d'y patrouiller ou de jouir de l'espace maritime. Ça, c'est un point très très important. D'un point de vue technologique, les tout premiers missiles anti-navires, on les doit, pour changer, aux Allemands. Ça date de 43-44 avec le HS-293 qui a détruit 31 navires. Le premier, c'était le HMS Y. C'était le 27 août 43. Et derrière, il y a eu le Fritz X qui, lui, a coulé 7 navires. C'était des missiles principalement télécommandés qui permettaient aux tireurs de rester stand-off, comme on dit, au-delà de la portée d'engagement des défenses des navires qui, à l'époque, étaient de la FLAC, du AAA, anti-aircraft artillerie, de l'artillerie anti-aérienne. Donc si vous ne vous approchez pas, que vous pouvez téléguider votre munition, eh bien, ça vous permet d'optimiser vos chances de réussir la mission et de ne pas mourir. Ensuite, derrière, on a eu l'arrivée des missiles anti-navires avec le SSN-2 Styx. Et là, ça a complètement changé la chose maritime. Pourquoi? Parce que maintenant, à plusieurs dizaines, voire pour certains plusieurs centaines de kilomètres, vous pouvez engager un navire. Alors, ce n'est pas sans défi, ce n'est pas sans souci, on va en parler, mais ça change complètement la manière de maîtriser la mer. Vous avez eu par exemple, et là c'est malheureusement d'actualité, en 2006 le Hezbollah qui a tiré un ASHM contre la corvette Anit. Donc vous pouvez avoir une personne qui récupère un missile anti-navire et qui ouvre le feu sur un de vos navires. Ça va être très dur de se défendre face à ça. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez du guidage inertiel, du guidage radar, du guidage infrarouge également sur ces missiles, ou alors eh bien, du guidage satellite, et une nouvelle catégorie de missiles balistiques serait maintenant en test, voire opérationnel, pour permettre des ranges, donc des portées d'engagement encore plus élevées. Maintenant, c'est bien d'avoir cette technologie qui vous permet de tirer au-delà de la portée visuelle ou au-delà de la portée qui vous met en difficulté en tant que tireur, en tant qu'agresseur, mais tout ça, ça repose sur le renseignement. Le nerf de la guerre. Vous pouvez avoir du renseignement satellite pour voir la position des bateaux, des renseignements grâce à des drones qui, même s'ils sont abattus, il n'y a pas mort d'homme au sens premier du terme, de la guerre électronique, de l'élinte, vous avez régulièrement des P-8 Poséidon ou des RC-135 qui patrouillent, donc qui vont détecter des émissions radio. Dès que votre bateau émet, vous pouvez le choper grâce à des satellites ou grâce à ces avions ou grâce à ces drones. Et ensuite, vous avez la surveillance maritime et forcément les sous-marins également. Sous-marins qui sont assez compliqués à détecter. À voir également que je vous ai parlé de drones, mais il y a maintenant également les drones sous-marins qui risquent de révolutionner la chose maritime. Je vous propose qu'on se focalise un petit peu sur le gros conflit de haute intensité maritime que l'on a vu dans les années 80, c'est celui de la guerre des Malouines. Je vous rappelle quand même, j'explique tout ça au-delà de l'Ukraine, mais je vous rappelle quand même que vous pouvez être membre de l'OTAN, c'est le cas du Royaume-Uni, vous pouvez être puissance nucléaire autonome, c'est le cas du Royaume-Uni, porter sur votre territoire la bombe nucléaire américaine, c'est le cas du Royaume-Uni également, et vous faire agresser votre territoire, si c'est sud du tropique du Cancer, l'article 6 de l'OTAN stipule, personne ne va vous aider. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Britanniques en 1982, lorsque les Argentins ont décidé d'aller récupérer, d'aller s'installer sur les îles Malouines. Ça veut donc dire que si on fait le parallèle avec la France, contrairement à la plupart des pays européens, nous avons des territoires sud du tropique du Cancer. Si demain quelqu'un décide d'aller s'installer sur un territoire français sud du tropique du Cancer, l'OTAN va nous regarder, siroter un macchiato et ne va pas intervenir, puisque c'est prévu dans les textes. On vous parle beaucoup de l'article 5 à la télé, dans la presse, on vous parle très rarement de l'article 6 qui pourtant, personnellement, et je l'explique dans Au-delà de l'Ukraine, explique beaucoup de choses en termes de politique extérieure de la France comparée au reste de l'Europe. Allez, toujours est-il, les Malouines. Le général Belgrano a été coulé le 2 mai 1982. C'est un navire qui a été abattu, si on peut dire, qui a été coulé, torpillé par le HMS Conqueror, qui est un sous-marin britannique, alors que le général Belgrano était proche, sans avoir pénétré, la Total Exclusion Zone, qui était une zone où les Britanniques avaient dit, si quelque chose rentre là-dedans, on le détruit, avion ou bateau. Et le Belgrano était en train de rejoindre le groupe aéronaval argentin
Et alors qu'il était en train de le rejoindre, le commandant du sous-marin s'est dit « Zut, je vais me retrouver en tenaille, là j'ai une opportunité, un bon chasseur, il tire ». Résultat, plusieurs centaines de morts. Et derrière, 2 jours après, le Sheffield a été coulé par les étendards argentins avec l'AIM-39 Exocet. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que ça vous montre, d'un côté comme de l'autre, tout simplement, la vulnérabilité des navires à la mer. Si vous arrivez à vous approcher d'eux sans qu'ils vous détectent, ça va être extrêmement difficile pour un navire de se défendre face à un sous-marin ou face à des avions qui peuvent tirer de l'Exocet ou autre type de missile air surface. Alors de manière à bien comprendre, quand vous avez un navire, toute la partie la plus loin, vous voulez la protéger avec de la force aérienne, les Harriers pendant la guerre des Malouines. Ensuite, si l'adversaire arrive à se rapprocher, ici vous avez toute une zone d'interception avec des missiles. En France, on a les excellents Aster 15 ou Aster 30. Et vous allez essayer d'intercepter le missile qui vous vient dessus, dans cette zone-là. Et ensuite, quand vous avez quand même des missiles adverses qui ont réussi à passer, c'est le domaine de ce qu'on appelle les Seawees, les phalanx. Et là, vous ouvrez le feu avec, en gros, du triple A, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avec une cadence de tir absolument incroyable et normalement une très très bonne précision. Donc vous avez ces différentes couches de protection. Normalement, vous voulez de l'arme aérienne. Ensuite, derrière, engagement missile. Et ensuite, engagement dit de courte portée. En parallèle de tout ça, on a la guerre électronique. Vous avez également des leurres. Vous allez essayer de créer, de mettre de la fumée, par exemple, pour vous cacher, ou envoyer des leurres pour essayer, par séduction, d'attirer la tête chercheuse de petit radar qui est présent dans le missile, qui lui est à la recherche d'une surface équivalente radar qui correspond à ce qu'on lui a demandé d'attaquer. Et donc, les navires vont essayer de créer des paillettes à côté, exactement comme les avions de chasse, vont essayer de leurrer pour attirer bien tout simplement les missiles adverses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ce qui se passe à l'heure actuelle en mer Noire? Eh bien, la première, c'est qu'il y a une grande différence entre l'interdiction, la maîtrise et le contrôle d'un espace maritime. À l'heure actuelle, ce que font les Ukrainiens, c'est principalement, ils interdisent aux Russes de la flotte de la mer Noire de pouvoir patrouiller, de pouvoir se balader au large de l'Ukraine. Ils ont une capacité d'engagement grâce à leurs missiles. Hop là, on prend une station sol. Vous avez, comment dire, plusieurs centaines de kilomètres. Eh bien, si une frégate rentre dans cette zone-là, sur plusieurs centaines de kilomètres, elle peut se faire abattre si on arrive à trouver sa position grâce du renseignement qu'ont les Ukrainiens, notamment grâce aux Américains. Donc l'interdiction est très facile à mettre en œuvre, même contre une flotte, même contre des avions, des bateaux qui coûtent des milliards, parce qu'à partir du moment où vous avez l'équivalent en fait d'un sniper qui peut être sur un point haut que vous ne pouvez pas atteindre ou qui se déplace en permanence, bon courage pour traverser un champ. Et c'est exactement ça. Vous voyez ces systèmes comme le Neptune, comme des armes de sniper, elles peuvent être déplacées, c'est très dur de savoir où se trouve le sniper, il peut vous engager à 1 à 3 km, et du coup, vous êtes là avec votre compagnie d'infanterie, bon courage pour occuper le terrain. Vous allez prendre des pertes. Donc l'interdiction est quelque chose qui est pratiqué par les Ukrainiens à l'heure actuelle. C'est différent de la maîtrise ou du contrôle, parce que dans ces notions-là, ça voudrait dire que les Ukrainiens peuvent faire ce qu'ils veulent dans leurs eaux territoriales. Mais ce n'est pas vrai, ou même au large de leurs côtes, ce n'est pas vrai parce qu'il y a une capacité d'attaque de la part des Russes avec des avions ou avec des missiles. Donc on en revient à ça. On arrive en fait à l'heure actuelle à se rendre compte qu'il y a une interdiction de la zone, d'emploi de la zone d'un côté comme de l'autre. Ensuite, l'autre point important, c'est la non-linéarité entre l'investissement financier, RH, technologique par rapport à l'impact. Quelques missiles Neptune à quelques millions de dollars vont permettre de garder loin de la côte, voire de couler des frégates ou des corvettes ou des navires qui ont coûté des centaines de millions de dollars. Donc il y a une non-linéarité, ce qui pose forcément un souci en termes de guérilla ou ce qui pose un souci pour les nations qui ont fait toute leur puissance sur le nucléaire et qui ont un petit peu mis de côté la défense conventionnelle. Parce que oui, c'est bien d'être du nucléaire, mais vous n'allez pas forcément toujours mettre en œuvre la bombe nucléaire pour vous défendre. C'est la difficulté qu'ont eu les Britanniques lors de la guerre des Malouines. Heureusement, à ce moment-là, ils avaient encore une force conventionnelle qui était assez forte, c'était pendant la guerre froide, ce qui leur a permis de récupérer les Malouines. La même chose de nos jours, ça serait beaucoup plus compliqué pour les Anglais, même pour les Français ou pour la plupart des pays européens. Pourquoi? Eh bien parce que face à cette non-linéarité, il vous faut beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de stock, beaucoup plus de matériel, car un adversaire
même très faible sur le papier, peut vous infliger de fortes pertes grâce à cette technologie qui vous font très très mal. Ensuite, l'autre point, c'est les drones maritimes et les drones sous-marins. On a vu des attaques suicides de drones maritimes. On n'en a pas trop entendu parler, mais c'est en train d'arriver, les fameux drones sous-marins qui vont être un véritable game changer. Imaginez, vous cachez des drones un peu partout, ils dorment, et puis vous les faites ressortir au milieu de la task force ennemie, et vous faites un massacre. C'est ce que faisaient par exemple les petits sous-marins électriques iraniens dans le Golfe. Il faut vraiment s'en méfier, c'est très dangereux. Ils se posent au fond, ils attendent. Forcément, ces drones maritimes, qu'ils soient de surface ou qu'ils soient sous-marins, tout le monde en parle pour une éventuelle bataille de Taïwan. Car, nous l'avons vu, la posture défensive, pensez sniper, est beaucoup plus facile que la posture d'assaillant. C'est vrai à terre, on parle d'un ratio de 1 à 3 même en termes de pertes, c'est vrai dans une moindre mesure en combat aérien, mais c'est surtout vrai dans le milieu maritime où il est très difficile de se cacher. À partir de là, débarquement et renfort, plus que jamais, on en arrive vers des doctrines, vers des tactiques qui risquent de privilégier la sérénité de l'attaque, c'est-à-dire vous tombez dessus rapidement dans un temps très court avec la tactique, si je puis dire, américaine de shock and awe. Ça vous fonce dessus, c'est le choc et la stupeur, ça casse votre envie de vous battre et de résister. Il faut vraiment réussir à avoir un avantage décisif dans les 48 premières heures. Sinon, derrière, on est parti pour des années de guérilla, un petit peu comme on a pu le voir en Irak, en Afghanistan, en Syrie, où vous avez des objets explosifs improvisés qui vont faire d'énormes pertes dans les troupes conventionnelles et où il va être extrêmement difficile, si ce n'est quasi impossible, de réussir à maîtriser le champ de bataille. Forcément, tout ça, ça intéresse en particulier l'US Navy. Pourquoi l'US Navy? Parce que ces dernières années, ces dernières décennies, la mer leur appartenait, plus d'une dizaine de groupes aéronavals, une capacité à se projeter partout, à amener à seulement une vingtaine de kilomètres de n'importe quelle côte, l'équivalent d'une gigantesque base avec une centaine d'avions. C'est excellent sur le papier, c'est excellent en temps de paix, mais cette force risque de se transformer en un talon d'Achille. Et c'est pas les exploits ukrainiens contre le Moskva qui vont nous faire changer d'idée. À partir de là, les Chinois doivent probablement prendre également des notes, car même si c'est grâce aux Ukrainiens que les Chinois ont acquis la capacité aéronavale, je vous rappelle que ce sont les Ukrainiens qui ont vendu leur porte-avions en fabrication à la chute de l'URSS aux Chinois, eh bien ces derniers sont en train de fabriquer leur troisième porte-avions, mais, et il y a toujours des mais, s'ils restent dans cette zone de la première chaîne des îles, ils seront exactement comme les Américains, à portée de missiles. Missiles portés par les avions, missiles de batterie côtière, missiles qui peuvent venir de sous-marins. Bref, vous l'aurez compris, réussir à s'imposer en mer n'est vraiment pas devenu une situation d'avenir. Et il est fort à parier que si vous essayez d'attaquer Taïwan, derrière, ce qui viendra vous chercher, ce qui vous rendra votre plan extrêmement compliqué, ça sera le développement des drones navals. Donc en résumé, 1943, capacité d'engager au-delà de la portée de tir de la frégate, inventée par les Allemands. Ensuite, derrière, on développe des missiles un peu plus autonomes. Très rapidement, ils peuvent être portés par un avion, portés par sous-marin, portés par des batteries côtières. Et là, on se rend compte que la batterie côtière, c'est ce qui va vous permettre, grâce à sa mobilité, de mettre en place une interdiction de la zone maritime au large de chez vous, ce qui est hautement efficace. Et surtout, ce qui permet à David de faire face à Goliath avec des moyens qui n'ont absolument rien en commun. À la question, est-ce que la France, les États-Unis, l'OTAN pourraient mieux garder la mer Noire que les Russes si les rôles étaient inversés? Imaginons que c'est l'OTAN qui essaye d'attaquer l'Ukraine. Eh bien, honnêtement, je pense que la réponse est non, à cause des points qu'on a développés pendant cette vidéo. Ça n'a rien à voir intrinsèquement avec les compétences de la marine russe. C'est une question de technologie et d'évolution du monde de la guerre, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il est urgent de prendre des notes et d'apprendre de ces leçons. Allez, fly safe!